Salam alaikum, bonsoir. On dit de quelqu'un qui a abouti à une situation enviable, son parcours laborieux, sans avoir vraiment cheminé, qu'il est comme Athéna, qui est sortie toute casquée de la cuisse de Jupiter. On dit du RND qu'il est né avec des moustaches, sorti en complet veston des entrailles de la fraude électorale. Et on dit de la presse privée algérienne qu'elle est sortie toute dotée de la ruse mauvaise du régime. On s'en rappelle. Ce fut au lendemain des émeutes d'octobre 88, lors des fameuses réformes politiques de 1989, que d'aucuns, aujourd'hui, présentent comme le printemps algérien. Peu cher. Le régime avait compris qu'il devait faire des concessions. Alors, plutôt que de les négocier, encore moins de les subir, il a décidé de les mener lui-même tambour battant, de façon à en faire des façades en trompe-l'œil des organisations, des institutions, des organes, tout ce qu'on voudra, vidés de toute substance réelle. Une pléthore de partis politiques, qui n'ont de politique que le nom d'ailleurs, des boutiques en fait, des relais de la transmission de la rente, dont la seule vraie vocation est de donner le change. Et il en fut de même pour le reste. Des institutions de pure façade, des élus fantoches, des associations en tout genre, des syndicats marrons, et tutti quanti. Mais l'exploit le plus remarquable du régime fut la création d'une presse dite, alors à l'époque, dite indépendante. La plus libre du monde arabe, disait-on à l'époque. D'anciens journalistes, venant des journaux du régime, furent invités à faire part de leurs intentions de créer des journaux. Ils bénéficièrent de locaux, de crédits et de toutes sortes de facilitations, comme les prestations des imprimeries, entre autres. Mais le facteur le plus important, et qui allait permettre de mettre les journaux sous contrôle, totalement sous contrôle, était l'attribution de la rente publicitaire, dont le régime s'accapara du monopole. Et ainsi, l'imprimerie et la publicité devinrent-ils de puissants stimulants. La carotte qui pouvait, si le média renaclait ou s'il s'écartait des lignes non dites d'autocensure, de lui couper les vivres de la publicité et de lui réclamer le paiement des dettes d'imprimerie qu'on laissait traîner délibérément. Cela fonctionna très bien. Petit à petit, dans une sorte de très subtil consensus, les journaux réussirent le prodige d'adopter un ton très libre et de traiter l'information d'une façon très audacieuse, qui allait jusqu'à dénoncer des pratiques de barons du régime dans le premier cercle. Ce qui faisait dire à des observateurs, pourtant très avertis, que la presse algérienne jouissait réellement d'une véritable liberté d'expression. La vérité était autrement plus complexe, puisque dans les scandales à répétition révélés par la presse, il y avait une grosse part de règlement de compte entre clans du régime qui se tiraient dans les pattes par articles de presse interposés. La vérité n'a pas encore été dite sur les sombres dessous de la mainmise du régime et tout particulièrement du DRS sur certains journalistes, souvent considérés comme de grands reporters et qui, pas tous, fort heureusement, écrivaient sous la dictée lorsqu'ils ne recevaient pas des articles ficelés. Et en échange, la manne descendait sur le journal, des masses d'argent. La plupart des grands journaux avaient souvent 12 pages de publicité sur les 24 qu'ils imprimaient. 50% du volume du journal était occupé par la publicité. Les patrons de presse roulaient sur l'or, dans le même temps qu'ils étaient devenus des vedettes célébrées en Occident comme l'archétype de la liberté de la presse conquise par le sacrifice de dizaines de journalistes tombés sous les balles assassines du terrorisme. Mais les choses allaient se compliquer davantage. Avec les ouvertures économiques qui bénéficiaient surtout
aux clientèles du régime et à des opérateurs internationaux liés de façon très intime et très profitable, si je peux dire, aux mêmes barons du régime. Ces opérateurs économiques brassaient des milliards de dollars. Je dis bien des milliards de dollars. Comme ce fut le cas de Jay-Z, qui défraie en ce moment la chronique. Jay-Z, il faut le rappeler, l'ex-directeur de la communication, qui distribuait la publicité aux journaux en même temps que des cadeaux en tout genre et qui devint tellement puissant qu'il en vint à exiger le licenciement de journalistes, allait presque naturellement devenir le ministre de la même presse. Ce directeur de la communication de Jay-Z est l'actuel ministre de la presse. C'est comme ça que je l'appelle personnellement. C'est dire. Puis vint le temps des vaches maigres, avec la crise, avec un changement de contexte généralisé, avec des bouleversements des équilibres au sein même du régime. Aujourd'hui, la manne publicitaire s'est tarie. Beaucoup de journaux ne parviennent même plus à couvrir leurs frais généraux. Et c'est en même temps que la crise, une grande polémique qui commence à se lever comme une lame de fond et qui risque d'apporter avec elle des révélations autrement plus graves que tout ce qu'on a entendu jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui. El Watan. Pour noyer les grands titres et distribuer la rente de la NEP, quand le pouvoir agrée les journaux en grand nombre. Par Ali Bourlef. Liberté. Des journaux risquent de fermer faute de recettes publicitaires. Presse, une décantation douloureuse. Par Soufiane Haït Iflis. Algériune.com. Baisse des revenus publicitaires dans la presse, péril sur les petits journaux en attendant les grands. Par Abbas Zineb. Avec nous aujourd'hui pour en parler, 3 journalistes de la presse écrite. Abdelwakim Blam, Saad Bouaqba, Faisal Mattawi. Abdelwakim Blam, merci d'être avec nous. On l'a perdu. Est-ce qu'on a perdu Abdelwakim Blam? Ah, on l'a perdu. Alors, Saad Bouaqba. Ahlan bik, c'est Saad Bouaqba. Merci d'être avec nous. Saad Bouaqba, aujourd'hui, on parle, personne ne connaît le vrai chiffre, on parle d'à peu près 160 journaux de la presse écrite, dont une grosse majorité, en réalité, ce ne sont pas des journaux. On dit, dans le métier, ce sont des journaux qui appartiennent à des baggara, comme on dit, Haja al-Baggara. Des gens qui ne sont pas de la profession, qui sont arrivés dans le créneau parce qu'il y a de la pub, et qui font des journaux qui ne sont pas des journaux puisqu'ils font les journaux juste pour la forme, pour avoir des pages de pub, puis ça va de l'imprimerie directement au pilon pour les écraser. Ils ne vont même pas chez le distributeur, même pas chez le kiosque. Donc il y aurait environ 160 journaux qui ont tous profité un temps soit peu de la publicité. Certains ont beaucoup profité, d'autres un petit peu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a provoqué cette crise aujourd'hui? تفضل سيد. تفضل سعد. هو الحل النتائج مهمه جدا. Saad Bouaqba, excusez-moi de vous interrompre, le son est très mauvais. On va voir avec le soutien technique ce qu'ils peuvent faire. Et je reprends donc Abdelwakim en attendant qu'on règle le problème. Abdelwakim Blam, vous êtes avec nous? Oui, bonjour, M. Gamel. Bonjour Abdelwakim, merci d'avoir accepté notre invitation. Abdelwakim Blam, est-ce que vous confirmez ce chiffre d'à peu près 160 journaux? Allô? Oui, Abdelwakim, vous avez entendu ma question? Oui, vous parlez de 160 titres quotidiens, quoi. Voilà, exactement, 160 titres environ.
Écoutez, je vous remercie pour l'appel et de m'avoir permis d'intervenir sur ce sujet si important. Merci à vous. Pour nous et pour le pays et pour le régime aussi. Il sait que la presse est très importante et très sensible et c'est pour ça qu'il la tient du coup. Et pour revenir à votre chiffre 160, moi j'ai eu un chiffre comme 115 à un moment donné. Titre quotidien qui ne quitte même pas parfois l'imprimerie. Certains prennent le reste des titres, du papier pour ainsi dire, et les revendre pour recyclage en invendu. Cela s'est passé, M. Jamel, juste si vous vous souvenez un petit peu, et pour rappeler nos auditeurs, juste après le printemps, enfin les événements du printemps arabe, qu'on secouait le monde arabe, une partie du monde arabe, et aussi un petit peu l'Algérie, parce qu'avant cela, c'était interdit de donner des agréments aux demandeurs. Moi-même, j'avais déposé une demande à l'époque, on déposait nos demandes auprès du procureur de la République au niveau de Sidi Mohamed. C'était nul, il n'en a venu, il n'était pas question d'accorder des agréments de quotidien, que ce soit arabophone ou francophone, aux citoyens. Juste après, ils ont libéré les agréments et un chiffre comme 200 titres a fait usurpation irruption sur les tabacs presse, sur les étalages, qu'on ne connaît même pas, qu'on ne lit même pas, cette montée de toutes pièces, du copier-coller, des textes pris directement des agences de presse et imprimés, c'était... Abdelwakil Blam, excusez-moi de vous interrompre. Je vais préciser ce que vous êtes en train de dire. Ça veut dire, il y a des journaux qui ont 2-3 journalistes, pas plus, ou même pas des journalistes, des gens qui sont là, qui font du copier-coller, c'est même pas leur texte, puis qui font la maquette du journal et qui envoient à l'imprimerie, mais c'est du n'importe quoi, c'est du plagiat, parce qu'ils savent que personne ne va les lire, c'est bien ça. Ils savent que et ça ne les intéresse pas qu'on les lise ou pas, parce qu'à la fin, ça ne diffère pas d'une entreprise de bâtiment, c'est une manière d'avoir un peu d'argent via la net. C'est une manière de prendre leur part du gâteau. C'est des journaux existants parfois sur Alger, imprimés parfois dans les wilayas. Moi, j'ai ce chiffre de 115 ou plus peut-être. Notamment, je parle des quotidiens. Parce que seuls les quotidiens ont le droit aux appels d'offres, à la pub de la NEP, à la rente de la NEP. Oui. Chose comme pratiquement le marché de la publicité, M. Jamel, est représenté en pratiquement 80% selon les statistiques de la NEP. Laquelle la NEP dispose de pratiquement 80% des appels d'offres, c'est-à-dire la grande majorité des publications de la pub de la NEP est composée des appels d'offres, le Mounakafat, oui. Qui émanent pratiquement des APC, des wilayas, des entreprises publiques, des directions telles que les DUCH, les directions de toutes sortes de directions locales existant dans les wilayas. Et vous vous souvenez de la fameuse directive de M. Islam. Oui. La directive stipule qu'il faut que l'appel d'offres doit être publié. L'appel d'offres doit passer par la NEP. Oui. Laquelle la NEP, elle ne distribue, elle ne donne la publicité quotidienne pratiquement qu'aux journaux, vous me suivez pour ce terme, mdahat, qui ne sont là que pour figurer dans le paysage médiatique de la presse écrite algérienne, sans plus. Ils sont là pour leur faire des éloges, pour défendre le pouvoir, les thèses du pouvoir. Ils ne font pas plus que ça. Il y a des mdahat potentiels, tels que Nahar et consorts. Ceux-là ne seront pas privés. C'est vrai que, vu le plan d'austérité, pour faire face au choc pétrolier tracé par le gouvernement, déjà, le fait de supprimer certains projets, ça veut dire supprimer l'annonce. Abdelwakil, combien coûte une page de pub? Combien coûte une page de pub, le prix moyen? C'est négociable entre le proprio et la NEP. Mais en moyenne, des choses. Ouais.
En moyenne, je pense aux environs de 20 millions la page. La page, si c'est une page, ça ne peut pas descendre au-dessous de 20 millions, 15 millions comme ça pour les petits journaux, Ouais. mais ça peut aller jusqu'à 45 et 50 pour les grandes, les grandes gazettes à large distribution. Je pense qu'un journal comme Nahar, qui parle de 300 000, 350 000 numéros au jour, peut aller jusqu'à exiger 45 et 50 millions, et on acceptera cela. Et c'est des négociations secrètes. Hein. Moi, j'ai eu affaire à un moment donné à un des proprios, il me dit j'ai découvert à un moment donné. Ça veut dire que si c'est 40 millions, Abdelwakil, si c'est 40 millions à la page environ, s'il n'y a que 10 pages de publicité, ça fait presque un demi-milliard par jour de publicité. Ah oui, mais bien sûr, mais ça c'est pour eux, c'est rien du tout. Oui. Et pour eux, ça c'est rien du tout. Du moment que c'est bénéfique, du moment que viendra un jour, on aura besoin de ce journal ou de sa télévision, parce qu'en finalité, c'est quoi sa télévision? C'est un journal satellitaire. Ce qu'on peut dire sur le journal, on peut le dire sur la télé. Et pour eux, c'est rien du tout, parce que il a énormément de personnel à payer, c'est les grands, hein, mais si c'est une petite gazette, il faut pas oublier, M. Damel, que le colonel Fouzi, qui gérait depuis Ben Aknoun toute la presse algérienne. Colonel Fouzi du DRS, hein, c'est bien ça. Oui. Hein? Le colonel Fouzi du DRS. Du DRS, remplacé actuellement par un certain colonel du nom de Darjeti, parce que finalement on parle de Fouzi, n'est plus, mais Darjeti joue le même jeu. Et c'était Fouzi qui distribuait la publicité, hein? C'était Fouzi qui distribuait la publicité de façon indirecte. Il est sous, bien sûr, c'était le véritable directeur de la NEP. D'accord. Restez avec nous, Abdelwakil, je reviens à vous dans un instant. Je crois que nous avons réglé le problème avec Saad Bouakba. Est-ce que vous m'entendez, Saad Bouakba? Ah, très très bien. هكا نسمعك مليح. سعد بوعقبة، هاد الناس اللي اليوم تولاو على عالم الصحافة، هل لي بروبريتير لي غران باترون دو بريس اللي اغلبيتهم ما عندهم حتى صلة مع عالم الصحافة، واش تقدر تقول لنا عليهم؟ هو العرض اللي درته انت في التصاميم حقيقه ودار ايقاف دو للوضعيه حتى المجيء بوتفليقه. حقيقه لازم نرجعوا شويه للخلف باللي الصحافه الجزائريه هي المظهر الوحيد اللي بقى من عمليه الاصلاح اللي جاء بها الدستور 89. لأن الصحافة جمعية الصحفيين اللي تسمى لامجية كانت ولدت قبل أحداث أكتوبر، لأن كانت ردة فعل الصحفيين على تسيير الصحافة من طرف الحزب الواحد وحكومة جبهة التحرير قبل انتفاضة 5 أكتوبر. وبالتالي الصحافة اللامجية هذه كحركة للصحفيين طالبت بالانفتاح وطالبت بالحرية، كانت سابقة للإصلاح السياسي اللي جاء به الدستور. وعندما وقعت أحداث أكتوبر شفنا كيفاش اللامجية هذه اللي هي حركة الصحفيين كانت هي لوكوموتيف اللي قادت عملية الإصلاح، وخاصة في الصراع حول الدستور والتعددية اللي جاء بها الدستور. حقيقة كنا محجة في دار الصحافة لكل الأحزاب السياسية. عملية الالتفاف على نتائج الدستور 89 على مستوى الأحزاب السياسية لم يحدث إلا لما جاء بوتفليقة. يعني حقيقة كان فيه هناك مشاكل بين الصحافة اللي نشأت تحت الدستور 89، ولكن كانت في معارك مع الإرهاب من جهة ومع السلطة من جهة أخرى، ولكن كانت موجودة إلى حد ما من حيث الحرية، فيها تأثير عليها من طرف السلطة عن طريق الإشهار والمطبعة والضرائب وكل وحتى الرصاص بالنسبة للإرهابيين، ولكن كانت على الأقل كانت نواة لصحافة شبه مستقلة في الجزائر في خضم الدم. لكن لما جابوا تفليقة فعلوا بالصحافة ما فعلوا بالأحزاب. الأحزاب السياسية بيعوها ب 60 حزب
بالحزيبات الصغيره هذه حتى يقولوا باللي ما كانش واحد في الساعه الاحزاب الحقيقيه الموصله للسلطه. ايضا الصحافه، الصحف الكبيره او الصحف اللي كانت ناجحه وهي عباره عن تجمعات تاع مهنيين كما الوطن والخبر و لوماتا وبعض و ليبرتي وكذا، هذو تم عليهم الالتفاف بواسطه تعميم او تمييع اعطاء انشاء الصحف للبقارين والناس اللي لا علاقه لهم بالمهنه. وبالتالي ظهرت ما يسمى بالصحافه تاع لانيب اللي تاخذ الاشهار ولا تطبع ولا توصل للقراء ولكن موجوده فقط. وداخل هذه العمليه اللي كان بطبيعه الحال تقودها الدوله السلطه المدنيه، ولكن في نفس الوقت تحت الاشراف المباشر للسلطه العسكريه بحكم حاله الطوارئ وما شابه ذلك، والكورونيل فوزي وكان فعلا هو المدير الفعلي للانيب في الجزائر. وهذه العمليه، عمليه التمييع هذه ادت الى ظهور صور اخرى للفساد داخل الصحافه، بحيث ظهر ناس عندهم علاقه بمسؤولين سواء في السلطه المدنيه او في السلطه العسكريه، داروا جرائم وتم تحويل المال العام من طرف لانيب الى هذه الجرائم التي لا تسحب شيئا، وهي اما باسم ولكن سعد بوعقبه، ولكن المشكل هو اليوم كيفاه يعني وزير الصحافه قرين هذا حميد قرين والسلطات والصحفيين في ذاتهم. أنا جايك للموضوع، اصبر علي شويه أنا جايك للموضوع. اتفضل. هذو المسؤولين ولاو داروا جرائد باسم الساهم ولا باسم اصحابهم ولا باسم ابنائهم، ويحولوا الاشهار بالصفحات بعشرات الصفحات في الشهر بعشرات صفحات بل في اليوم لبعض هذه الجرائم، وياخذوا عليها مقابل يعني للساهم واولادهم وكذا. وظهر نوع من الفساد داخل هذه الصحف التي تاخذ الاشهار ولا تطبع ولا توزع ولا عندها علاقه بالاعلام اصلا. ولكن الصحف هذه اللي كانت تجمع تاع مهنيين خرجت شويه من السلطه، من تاثير السلطه عن طريق لانيب، عن طريق الانفتاح الاقتصادي، بحيث انها ولات تعتمد على الاشهار التابع للدوله، تابع للقطاع الخاص. أيوة. من الدوله، وبالتالي حققت نوع من الاستقلال الجزئي عن السلطه، وحافظت الى حد ما على الحريه تاعها في اداء رسالتها الاعلاميه في تنوير الراي العام. السلطه تنبهت الى هذه القضيه، وجابت وزير كان مسؤول على احدى الصحف، على احدى المؤسسات الاقتصاديه اللي كانت تمول هذا الجرائد، جابته ولا مارس نفس الضغط اللي مارسته لانيب، مارسه هو عن طريق استدعاء المؤسسات الخاصه الاقتصاديه، وقال لهم ستكون لكم مشاكل مع الدوله في مجال الضرائب والضمان الاجتماعي ومشاكل التسيير والفوائد والارباح وكل الارماده تاع السلطه ضد هذه المؤسسات الخاصه الاقتصاديه. اذا مديتوا الاشهار بدون اذن الوزاره والدوله الى هذه المؤسسات، بالاقل ساعد بوعقبه باش نفهموا مليح. كنا نهضروا على لانيب عندها تقريبا 80% من المجموع تاع الاشهار، وواحد 20 ولا اكثر شويه بالمئة تاع خواص تاع لا مش صحيح. هذا كان قبل دخول ظاهره الاقتصاد الحر في الجزائر ودخول المؤسسات الاقتصاديه الاجنبيه، الشركات المتعدده الجنسيات. ثم النسب تغيرت، ومثل السيارات ومثل المواد الغذائيه وكذا. دخلت شركات اقتصاديه عندها تاثير، عندها حجم مالي في الاشهار اكبر من الاشهار تاع، يعني ممكن يكون النصف من الاشهار تاع لانيب.
معليش نقولوا النسب تغيرت، نقولوا 50 50 50% 50%. اسمح لي هنا نزيد نعطيك ملاحظه ما يعرفوهاش الناس. نعم. لما ضعف تاثير الاناف داخل المنظومه الاشهاريه الوطنيه على مستوى الصحف، قامت السلطه بقرار مضاعفه الاشهار. كانت تشترط على المؤسسات انها تشهر فقط للمشاريع كما يسموهم الزبائن الضوء. ولا دارت ايضا فرضت على السلطه، فرضت على المؤسسات تشهر ايضا على من ياخذ المشروع، وبالتالي حجم الاشهار تضرب في اثنين. وهذا باش يستفيدوا ابنائهم واولادهم واصحابهم. و90% من امكانيات لانيب كانت تتم بطريقه غير اشهاريه، لانها ما عندهاش وظيفه اشهاريه، وكانت تتحول، هي تحويلات اجتماعيه لفائده ابنائهم وزواجهم واصحابهم، ولا علاقه لها بالاعلام اصلا. سعد بوعقبه قاعد تقولنا باش نفهموا مليح، قاعد تقولنا باللي هذاك المونوبول كان وقت المونوبول تاع لاناب حكمته الدوله، هذا حميد قرين. درك من بعد حتى الناس اللي خارجين من هذا المونوبول هذا ولاو يمارسوا عليه ضغوط، هذه الشركات الاجنبيه والشركات الخاصه واللي نوفو جروب اندستريال نيفو جروب كوميرسيو يمارسوا عليهم الضغط باش يمدوا تسمى يعني ولا مونوبول حتى الخواص، دخلوا في المونوبول واصبح اكثر الخواص من لاناب الان. وتقولنا ثاني باللي اغلبيه تاع الجرايد اليوم اللي غير مهنيه ودخلت في السوق نتاع اولادهم ونتاع اصحابهم ونتاع الزبائن تاعهم. بالضبط هذا واش حصل. والان الضغط راهو يتم على المؤسسات الماليه الاقتصاديه باش حتى هي تدخل في اشهار الريع، ولا علاقه له بالوظيفه الاشهاريه لترويج السلع والخدمات. نعطيك مثال، الهاتف النقال، العديد من المؤسسات تاع الهاتف النقال الان لا تشهر على السلع والخدمات اللي تقدمها للمواطنين ونوعيه الخدمات، بل تشهر على دير سبونسورينغ للاشهار ما يسمى بالفيديو، يعني الاحوال الجويه والرعايه للمعاقين وحوائج اللي ما عندها حتى علاقه بالترويج الاقتصادي للسلع والخدمات اللي تنتجها هذه الشركات. وهذا لان السلطه افرغت منظومه الاشهار من مفعولها الحقيقي في الترويج الاقتصادي، لان اصل الاشهار هو ترويج. لما تنهيله الوظيفه هذه يبقى عمليه توزيع ولا علاقه له بالوظيفه الاقتصاديه للاشهار. Restez avec nous, Saad Bouaqba. Faisal Mattawi, merci d'être avec nous. Faisal. Merci Jamal, bonsoir. Bonsoir Faisal. Faisal, Saad Bouaqba vient de nous apprendre des choses absolument alarmantes pour le moins, que même la part qui n'est pas de l'ANEP, la part des opérateurs économiques privés, entre autres multinationales, étrangers, internationaux, etc., subissent des pressions de la part du ministre de la Presse, comme je l'appelle moi, jusqu'au point où jusqu'au sponsoring, jusqu'au mécénat, jusqu'à l'attribution des pages publicitaires qui rentreraient sous le contrôle donc, du régime, qui devient aussi monopole au même titre que celui de l'ANEP, et un argent qui va, dans certains cas, dans les poches de leur clientèle personnelle. Mais je ne sais pas si la situation est telle, c'est-à-dire que l'argent est détourné, mais il est clair que la publicité est utilisée comme une arme politique. Vous savez qu'en Algérie, il y a une loi sur la publicité qui est bloquée depuis plus de 10 ans. Au niveau du Conseil de la Nation, le Sénat pour des raisons oui, il faut savoir que la publicité est un moyen de se détourner. Faisal, on vous entend très mal. Faisal, je vous arrête, on vous entend très mal. On va vous rappeler, vous allez voir avec le soutien technique pour essayer de régler le problème. Et je reviens à Abdelwakil Blam. Abdelwakil?
Oui, bonjour, M. Jamel. Bonjour. Alors, vous êtes avec nous, Abdelwakil? Oui. Alors, Saad Bouakba nous apprend donc que même la part qui est hors ANEP, celle des privés, du secteur privé, qui jusque-là distribue plus ou moins la publicité tout seul comme des grands, sont entrés sous la coupe, sous le contrôle du ministre de la Presse qui a fait main basse sur le secteur et qui est devenu un monopole au même titre que celui de l'ANEP, selon Saad Bouakba. Oui, sans nul doute. Je ne peux que rejoindre l'avis de mon ami Saad Bouakba. Déjà, eux, ils reçoivent pas mal de pression. Il faut bien éclaircir, c'est pas difficile. On a 3 opérateurs. Mobility qui est acquise d'avance. Jay-Z, ils l'ont pratiquement nationalisé. Et vu les relations, les fortes relations sur pas mal de niveaux avec le Qatar, l'opérateur Ooredoo ne peut, moi j'ai eu à parler à des hauts placés, il y a même des diplomates qataris qui disent que nous on n'a pas le droit de perturber cette bonne relation avec l'Algérie, et de ce fait déjà eux-mêmes l'un d'eux m'a dit qu'on ne peut pas donner de la pub à des journaux qui critiquent le pouvoir et qui sont dans l'opposition et pour apporter leur terme qui insultent le pouvoir. Ça veut dire qu'ils font le même jeu de la net. Et si vous avez remarqué le petit incident qui a eu lieu hier ou avant-hier, M. Jamel, là où des journalistes d'une chaîne bien précise, lors d'une conférence de presse, on posait une question concernant la relation de Jay-Z et la relation de son proprio avec Israël, l'État d'Israël, et qui est en train de financer des colonies dans les territoires palestiniens. Si vous avez remarqué, le lendemain matin, la presse écrite, c'est aucune information. Aucune information. Personne n'a osé, notamment les journaux qu'on connaît, n'a osé relater et rapporter l'information et faire une petite analyse là-dessus parce que ça concerne Jay-Z. Et justement, Abdelwakil, tout le monde est étonné qu'au lendemain de ce scandale qu'il y a eu lors de cette conférence de presse, où des journalistes ont été évacués, expulsés de la salle de conférence parce qu'ils auraient dit leur avis, dénoncé une situation donnée, on ne dit pas qu'ils ont tort, qu'ils ont raison, ils ont été évacués de force en dehors, et devant le parterre du journaliste, les gens étaient assis, personne n'a branché, et le com, c'est que le lendemain, personne n'a traité, comme vous venez de le signaler. Pourquoi? Parce qu'ils ont des parts de publicité de la part de Jay-Z? Mais bien sûr, Jay-Z, à un moment donné, il ne faut pas oublier, à un moment donné, le journal Nahar parlait de printemps arabo-sioniste, qatario-sioniste et tout, et ordre a été donné à Ooredoo pour rompre et pour arrêter la publicité à Anita Rahmani. Il a été supplié, l'ambassadeur du Qatar, il a été pleuré chez lui. Et depuis, il ne parle plus, Nahar ne parle plus de Rabi Sahio Qatari, c'est fini, il a eu le coup sur la tête, il est allé supplier, j'ai la certitude, l'ambassadeur du Qatar me l'a dit. Il est venu dans mon bureau me supplier de lui lâcher la pub parce que c'est du jus, c'est du blé, et depuis et les télévisions même, les télévisions qui avaient la vidéo, n'ont pas ramené ça dans leur GT. Les télévisions, je parle de Shour ou Nahar, il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, comme les journalistes de Nahar ont été mis à la porte lors d'une conférence, Anita Rahmani a remis sur les terres. Donc si j'ai bien compris, Abdelwakil, si j'ai bien compris, des partenaires économiques étrangers, qu'ils soient qataris, israéliens, français, américains, sont aujourd'hui sur le tableau de bord politique, directement en mode d'influence sur les journaux. Ils leur dictent ce qu'ils doivent écrire, ce qu'ils ne doivent pas écrire. La preuve, c'est ce scandale de Jay-Z qui n'a même pas été relayé. Donc, ils sont sur le tableau de bord. C'est bien ce que vous êtes en train de nous dire.
Ah ben oui, non, ben, pas jusqu'à les dire qu'ils sont en train, qu'ils sont ici pour dicter ce qu'on doit écrire, mais ils sont intouchables, ils donnent beaucoup d'argent chaque jour que Dieu fait à pas mal de journaux et personne ne peut parler. La situation est là, on peut la constater du matin au soir, il suffit de voir la pub des journaux et des télévisions, il suffit de voir ce que peut dire n'importe quel journaliste à l'égard de Jay-Z ou de Moby ou de Ridou. C'est impossible. C'est impossible. À un moment donné, Monsieur Saad Ouakba a fait l'objet d'une plainte, d'une pression par rapport à ses écrits qui étaient sans crédit par rapport à l'égard du Qatar. Mais bon, lui, il n'a pas reculé et le Qatar, le Ridou a compris le jeu. Il a été un peu diplomate avec le Khabar, il n'a pas osé déclarer une guerre contre un journal aussi grand comme le Khabar. Les pressions sont toujours là. J'ai une information que Abdelhamid Brahimi, la dernière fois, il a été invité sur un plateau sur un show et l'émission n'a pas été diffusée. Parce que la présidence a fait pression, ils ont appelé show, ils ont dit il n'est pas question que ce mec-là soit invité, soit reçu sur vos plateaux. La presse est toujours malmenée, la presse est toujours sous pression, que ce soit du ton de Fouzi ou du ton de M. Darjeti, de ce colonel-là. Il ne faut pas oublier qu'au moins du temps de Fouzi, c'était Ben Akhlou, c'était BRS, maintenant c'est la présidence, maintenant c'est Saïd Bouteflika, d'une manière directe ou indirecte, qui gère tout le champ et tout le paysage médiatique. Restez avec nous, Abdelwakil Blam, nous retrouvons Faisal Mottaoui, qu'on capte mieux, me dit-on. Faisal, vous êtes avec nous? Faisal? Est-ce que Faisal Mottaoui est avec nous? Je vous écoute, Jamal, bonsoir. Bonsoir, Faisal. Donc là, on vous écoute, on vous entend mieux. Donc, à écouter les collègues, c'est la jungle en folie. C'est la jungle en folie. Je vous laisse commenter. Écoutez, en Algérie, il y a quand même des journalistes qui luttent pour leur liberté, il y a des journaux qui publient et essaient de garder les espaces de liberté. C'est pas tout le monde qui est acheté, c'est pas tout le monde à qui on dicte ce qu'il doit écrire. Il est vrai que la situation du marché publicitaire n'est pas du tout normale, puisque théoriquement, il devrait y avoir un texte de loi, et le texte de loi existait bel et bien à l'époque de Abdelaziz Rahabi quand il était ministre de la Communication. Or, le projet a été bloqué. S'il y avait ce projet qui définissait les règles pour tout le monde, la situation aurait été peut-être mieux et il y aurait plus de transparence. Deuxième chose, la NEP ou l'agence d'édition qui appartient à l'État devrait théoriquement disparaître parce que l'Algérie ne peut pas demander à accéder à l'Organisation mondiale du commerce qui est donc le temple du libéralisme et de suppression des barrières et garder un monopole partiel sur la publicité. Le monopole n'est pas de 80% comme je l'ai écouté tout à l'heure, mais beaucoup moins, probablement 50 à 40% sur la publicité. Et il est vrai, Jamal, qu'il y a eu des pressions sur les annonceurs privés, mais il faut savoir aussi que la presse ne peut pas vivre sans publicité. Et cela est valable dans tous les pays du monde. L'Algérie ne fait pas exception. Maintenant, il faudrait effectivement que les journalistes et les détenteurs de journaux luttent davantage pour leur liberté et que ce combat soit entendu comme un combat de l'ensemble de la société, de la classe politique, de l'opposition. Parce que si on fait pression sur un journal quand il publie une enquête sur la corruption et que tout le monde se taise, parce qu'on a eu beaucoup de ces cas par le passé, pour le cas d'El Watan, pour le cas d'Al-Khabar, pour le cas de Liberté, du Soir d'Algérie, du Matin, il y a un journal qui a disparu. Or, les journaux souvent se retrouvent seuls dans ce combat, et après on vient nous donner des leçons sur le journalisme et sur la manière d'écrire. Donc je pense que la responsabilité, elle est partagée par tout le monde, elle est partagée par la classe politique, elle est partagée par les journaux, par les journalistes. Il faut peut-être maintenant aller davantage pour une plus de liberté. Et là, il faut un climat démocratique. On ne peut pas demander à la presse d'être totalement libre, d'aborder tous les sujets et de traiter tous les sujets liés à la corruption, à l'armée, etc., dans un climat qui n'est pas du tout démocratique. Et vous le savez qu'il y a des partis qui tentent d'avoir une transition démocratique, changer le système, changer les manières d'agir, changer les codes politiques, mais ce combat est en fait partagé par tout le monde. Mais venons-en à la corporation Faisal Mottaoui. Qu'est-ce qui explique que nos collègues restent aussi passifs, qui ne s'organisent pas, qui n'essaient pas de résister, qui n'essaient pas de lutter contre cette même mise atroce
du régime? Parce que vous nous disiez que dans tous les pays du monde, la presse a besoin de publicité, en effet. Mais les annonceurs en Occident, par exemple, même s'ils ont une part j'allais dire, d'influence sur la ligne éditoriale, elle n'est pas aussi outrancière que chez nous. Alors, qu'est-ce qui empêche nos collègues, la corporation, de s'organiser sous de véritables syndicats qui les représentent vraiment pour aller au charbon, pour défendre leur métier? Vous savez, Jamel, le journalisme est un combat, et vous le savez parfaitement bien. C'est un combat qui est pratiquement permanent, qui doit être mené d'une manière quotidienne. La chose qu'il faudrait qu'on change en Algérie, il faudrait séparer l'économique du politique, parce que cela nous pose un problème. Deuxièmement, il faudrait que le marché publicitaire réponde aux normes internationales. C'est-à-dire, s'il y avait les normes appliquées en Algérie, beaucoup de journaux, ce que vous appelez tout à l'heure les petits journaux, les journaux créés ces dernières années, vont disparaître d'eux-mêmes, parce que c'est la loi du marché. On va choisir qui sont les journaux les plus diffusés dans tout le pays, qui sont les plus lus, et ceux qui ne sont pas lus. C'est quelque chose qui peut exister d'une manière tout à fait naturelle. Maintenant, pour les journalistes, oui, vous avez raison, Jamel. Les journalistes ne sont pas organisés. Non, nous n'avons pas le syndicat ou des syndicats qui défendent la dignité des journalistes. Aujourd'hui, il y a des journaux qui ferment. Et qui sont les premiers qui payent les frais? C'est bien les journalistes. Nous avons nos confrères du journal Al-Yawm, nos confrères du journal Ahdel qui ont été mis à la porte comme ça, sans indemnité de licenciement, sans respecter même la loi du travail. Parce que la loi du travail en Algérie respecte certaines normes connues par l'Organisation mondiale du travail. Nous n'avons pas de statut de journaliste. Il y a eu un statut qui a été adopté à un moment donné par décret ministériel et ce texte a disparu. Nous n'avons pas de conseil d'éthique et de déontologie. Il n'y a pas d'autorité de régulation de la presse écrite ni de la presse de l'audiovisuel. Il n'y a pas de texte de loi qui applique la loi sur l'audiovisuel. Vous savez, vous avez parlé, Jamel, de jungle. Il y a effectivement une jungle législative parce que le journaliste algérien n'est pas protégé. Mais Faisal, les journalistes algériens savent très bien, tous, sans aucune exception, je présume, que le nœud gordien du problème se trouve dans cette situation quasi ubuesque de contrôle de la distribution de la publicité. Ça veut dire qu'ils savent très bien que celui qui contrôle la distribution de la publicité décide du reste. Et ils laissent faire, alors au lieu d'attaquer centralement, de façon groupée, ce problème, il laisse faire. Et sachant que si le régime continue à contrôler la distribution de la publicité, il n'y aura jamais de presse libre. C'est ça qui m'étonne, moi. Pourquoi les collègues, les confrères, ne s'organisent-ils pas pour refuser cet état de fait? Vous avez raison, Jamel. Il faudrait que ceux qui dirigent les journaux ne soient des professionnels de la presse. Ils ne viennent pas d'autres secteurs. Je ne veux pas insulter les autres métiers, mais je veux dire que ceux qui doivent diriger les journaux doivent être des journalistes, des professionnels qui savent d'abord les codes du journalisme. Deuxièmement, le marché de la publicité doit être libéré de la mainmise du gouvernement. Troisièmement, l'ANEP est une édition qui ne doit plus, je ne vais pas appeler à dissoudre l'entreprise, mais que cette entreprise ne s'occupe plus de la publicité. Il faut laisser les annonceurs choisir eux-mêmes leur support selon l'audience, selon le lectorat, selon la distribution. Il faudrait qu'il y ait des circuits de distribution qui sont suffisamment organisés. Et il faudrait aussi que les journalistes acceptent de s'organiser, que les éditeurs de journaux, parce que ça concerne également les chaînes de télévision privées. Ce qui est valable pour les journaux est également valable pour les télés privées. Vous avez remarqué que malgré l'ouverture, il n'y a pas encore de radio libre en Algérie pour des raisons qui restent inconnues. Et donc, il faudrait beaucoup de choses pour que les choses entrent dans la normalité, que la publicité ne devienne plus une arme de pression. Vous savez que un journal comme le Watan el-Khabar ne reçoit plus de publicité de la net depuis des années. Ils reçoivent des publicités des annonceurs privés et malgré ça, il y a eu des pressions pour qu'il n'y ait pas de publicité. Donc c'est un combat qu'il faut continuer à mener dans la sérénité pour qu'on revienne aux normes internationales en matière publicitaire, aux normes internationales en matière de journalisme, parce que nous avons besoin d'une presse nationale libre et forte, et nous avons aussi besoin d'un climat de liberté qui permet donc à la presse d'évoluer, parce que la presse ne peut pas évoluer, je le répète, dans un climat fermé. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, Faisal Mettaoui. Saad Bouakba, pour revenir sur la même question, celle de la corporation de nos collègues, de nos confrères. Pourquoi ne s'organisent-ils pas pour faire face à cette, j'allais dire, occupation, à cette colonisation de leur métier par un régime qui les contrôle totalement, puisqu'il contrôle la manne financière? قبل ما نجيبك على السؤال هذا اسمح لي
نثير واحد القضيه في غايه الخطوره. تفضل. الاشهار العمومي والخاص ما عندوش في الجزائر وظيفه اقتصاديه، ما عندوش الوظيفه تاعو الاقتصاديه اللي تهدف الى ترويج السلع والخدمات. وبالنسبه للاشهار العمومي المتعلق بالصفقات، الهدف من وجوده هو دعم الشفافيه في منح الصفقات، وليست من الصدفه ان قانون الاعلام نص على نشر الصفقات العموميه في اكبر في جريده او 2 يوميه. هذا القانون تم الالتفاف عليه من طرف شكيب خليل في 99 لما جاء لوزاره الطاقه، والغى بسيركيلار مينيستيريال الغى قانون الاعلام، ولا نحى الاشهار ولا يديروا في نقليه داخليه تاع الوزاره. وبالتالي كل الصفقات تاع سوناتراك اللي ولات فيما بعد مشبوهه سوناتراك او سوناتراك 2 تحولت الى عمليات مشبوهه، لان عمليه الاشهار ما تمتش بشفافيه، ولو كان تمت بشفافيه ما كانش توقع هذا سوناتراك او سوناتراك 2. ايضا العديد من المشاريع في الولايات والبلديات راهي تتم قري لان عمليه الاشهار العمومي تعطى على الصفقات لجرائد لا تنشر اصلا، وبالتالي الهدف تاع تنميه الشفافيه ومحاربه الفساد انتهى. يعني اصبح الاشهار لا يؤدي وظيفته. درك ترجع لي تقول لي علاش الصحفيين ما تنظموش؟ السلطه هي العامل الاساسي في تشتيت الصحفيين وعدم تنظيمهم. ونعطيك مثال، الصحف المهمه اللي كانت موجوده في الجزائر واحد الوقت دارت ما يسمى باتحاد الناشرين وحاجه من النوع، وقلقت السلطه. واش دارت لهم السلطه؟ دارت عمليه تعويم للصحف، انشات ما يسمى ب 160 يوميه، وبالتالي لما يوليوا يديروا اتحاد الناشرين يلقاو رواحهم 3 ولا 4 اللي عندهم كلمه في الراي العام، يلقاو رواحهم في نص هوير تاع ناس بقاره ما عندهم حتى علاقه وبالتالي ما ينجموش يجتمعوا، ما ينجموش يديروا اي شيء. شكرا. للصحفيين دخلوا في نصهم، شتوهم بحيث التشتيت الايديولوجي والتشتيت المهني والتشتيت الجهوي والتشتيت السياسي، وبالتالي ما السلطه هي اللي ما حباش تسمح لهذا الجهاز يتنظم، لانها جربت النمجيه لما تكونت قبل احداث اكتوبر كيفاش ادت الى توحيد المهنه وادت الى كركره الحركه السياسيه نحو نقاش حقيقي وقع حول الدستور 89، وكانت النتائج تاعو في الدستور 89 مهمه جدا على الحقل السياسي وفي الحقل الاقتصادي والانفتاح. شكرا سعد بوعقبه. الحصه لحقت l'émission donc arrive à sa fin. Merci à Saad Bouaqba, merci à Faisal Mattawi, merci à Abdelwakil Blam. Je suis désolé de ne pas revenir à Abdelwakil Blam pour lui donner le mot de la fin. Nous sommes donc arrivés à la fin de l'émission. Je voulais juste dire à ce régime qui parle de liberté de la presse, de pays où la presse s'exprime très librement, où elle a toute l'attitude. La preuve, nous rappelle-t-on souvent, regardez, s'attaque à des généraux, à des ministres. Je voulais juste dire qu'une presse dont le régime décide quel journal doit vivre et quel journal doit mourir, parce que c'est le régime qui dispense la manne financière, cette presse-là ne peut pas être libre. Salam alaikum, bqaw ala khair, bislama.